BFM Business, Intégral Placement, les réponses aux questions. Et pour répondre à toutes les questions que vous nous posez chaque jour sur notre site internet, le retour de Christian Fontaine et Jean-Philippe Dubosc. Vous êtes prêts, messieurs? Dans les starting blocks. Question, Christian, de Patrick. Il est tout juste à la retraite, il a 150 000 € à placer et il veut savoir ce que vous lui conseillez, assurance vie ou l'achat de 2 appartements. Immobilier ou assurance vie, that's the question. L'immobilier, alors réponse, l'immobilier c'est le placement, le meilleur placement pour se constituer un capital sans, je dirais, sans argent tout simplement, parce que vous pouvez le financer à crédit. L'assurance vie, c'est sans doute le meilleur placement pour disposer de revenus complémentaires. Donc ma réponse à votre auditeur, à Patrick, c'est plutôt l'assurance vie. D'abord, il sera beaucoup moins taxé sur ses revenus. Vous savez, les loyers sont taxés comme des revenus fonciers, donc soit prélèvements sociaux 15,5 plus taux marginal d'imposition. Pour faire simple, pour un cadre, c'est 50% de ses revenus qui vont disparaître en prélèvements sociaux et fiscaux. Pour l'assurance vie avec un contrat de plus de 8 ans en cas de retrait, c'est maximum 23% de prélèvements. J'ai envie de dire, c'est vite tranché. C'est vite tranché. C'est vite tranché également en matière de fiscalité successorale. D'un côté, l'immobilier s'ajoute à l'ensemble de vos biens. Taxation des droits de succession, ça monte très vite à 45%, voire 60% en ligne indirecte. De l'autre, l'assurance vie, la plupart du temps exonérée et au maximum un taux de taxation de 31,25%. C'est tranché aussi, avantage à l'assurance vie. Ensuite, on peut ajouter qu'un contrat d'assurance vie est beaucoup plus facile à gérer. Vous savez, lorsque l'âge avance, on parle d'un retraité, c'est important d'avoir un placement qui ne nécessite pas des arbitrages et un placement, il faut le suivre, bien sûr, mais dont il ne faut pas s'occuper tous les jours. Lorsque vous devez gérer les relations avec l'un ou 2 locataires, c'est autre chose. Enfin, on a parlé de fiscalité, on a parlé de souplesse de gestion. Il faut bien sûr parler rendement. Et là, vous savez, on va dire, pour résumer à l'extrême, c'est un peu bonnet blanc, blanc bonnet, puisqu'il y a de tout dans les deux camps. On va dire autour de 3 à 4% pour l'immobilier, autour de 3 à 4% pour l'assurance vie, avec 20% d'unités de compte. Et si on regarde sur la période de référence 2011-2015. Conclusion, tout dépend un peu du caractère aussi de Patrick. Vous savez, il faut être à l'aise avec ses placements. Donc mon conseil, c'est plutôt l'assurance vie. Maintenant, s'il est un fou d'immobilier, pourquoi pas aussi regarder. Mais voilà. De l'immobilier dans l'assurance vie. Alors on peut aussi faire ça, là vous avez le sens de la synthèse, je vois vos origines normandes mon cher Cédric, on peut effectivement faire ça, mais c'est une conclusion un peu trop facile. Je préfère lui recommander l'assurance vie à son âge et vu la montant qu'il a à investir, sous réserve bien sûr d'étudier l'ensemble de son patrimoine. Voilà Patrick. Jean-Philippe, rien à ajouter là-dessus, vous êtes d'accord? Non, le problème aussi de l'investissement locatif, c'est qu'il faut quand même gérer les vacances de loyer et puis les impayés de loyer. Effectivement, donc du coup là, on perd en rentabilité s'il n'y a pas de loyer. C'est lourd en gestion. Alors, lorsque vous arrivez 60-65 ans, vous avez peut-être envie de profiter de votre argent et disposer de revenus complémentaires sans pour autant passer des heures à le gérer. Oui, puis il y a les travaux de rénovation, il y a les copropriétés, enfin bon. Un hymne à la paresse signé Christian Fontaine. Cette question à présent. Il résume beaucoup, hein. Oui, non, mais il est en forme. Martin nous écrit aussi sur notre site bfmbusiness.com. Il a entendu parler, Martin, des rachats anticipés désormais possibles sur les petits perps. Où en est-on, nous demande-t-il? Oui, j'étais venu en parler, vous vous souvenez. C'est effectivement dans le projet de loi Sapin 2. Donc là, il y a effectivement un amendement qui a été adopté qui précise davantage la mesure qui était prévue dans le texte. Tous ceux, en gros, qui s'étaient fait fourguer voilà. Les primo-accidents qui s'étaient fait fourguer un perp alors qu'ils n'en avaient absolument pas besoin. Et ils étaient nombreux, voilà. Et non imposés aussi. Et c'est terrible parce que le législateur avoue ça, avoue qu'effectivement les banques n'ont pas fait leur travail. Enfin bon, ça c'est un autre débat. Donc effectivement l'idée, vous savez, c'est que le PERP normalement vous ne pouvez pas sortir tant que vous partez pas à la retraite. Pour faire simple, effectivement il y a des ménages modestes qui, on va dire, se sont retrouvés scotchés comme ça, alors qu'ils avaient besoin de liquidité. Donc d'où effectivement cette mesure qui vise à permettre aux PERP dont l'encours est inférieur à 2 000 € de pouvoir opérer un rachat anticipé. Alors
à condition soit que le plan ait été ouvert depuis moins de 4 ans, ou soit que le plan n'ait pas été alimenté depuis 4 ans. Et puis ensuite, il y a aussi des conditions de ressources. Alors là, je suis obligé de prendre mes petites fiches parce que, en fait, la personne devra justifier 2 revenus annuels qui lui permettent de bénéficier d'un allègement de la taxe d'habitation. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Parce que, bon, alors donc on va prendre les conditions pour 2016. Pour une part fiscale, vous ne devez pas déclarer plus de 25 156 € par an. Pour une part fiscale et demie, 31 033 €, et pour 2 parts fiscales, 35 650 € et ainsi de suite. 35 659 €. 35 659 €. C'est bien ça. Ah, mais attendez, 9 €, à 9 € près, on peut se faire avoir. Exactement. C'est important d'être précis. Et c'est toujours ultra précis avec vous, Jean-Philippe. Voilà la réponse à votre question, donc sur les petits perps, comme on dit. Fred qui vous interroge, sa mère est en location et elle envisage de réaliser un investissement locatif. Et Fred lui dit, mais non, toi tu devrais plutôt acheter ton logement. Vous en pensez quoi Christian? Écoutez, madame, écoutez votre fils. Effectivement, je pense qu'un patrimoine se constitue par étapes et l'acquisition de la résidence principale, quel que soit son âge, si les conditions sont remplies, il ne faut pas hésiter à y aller, notamment en ce moment, puisque les taux d'intérêt sont très bas. Alors, si vous avez, Fred, je conseille plutôt à votre maman d'acheter votre logement. Alors, c'est vrai que c'est un comportement très classique d'acquérir sa résidence principale. J'ai au moins 3 raisons pour cela. D'abord, être propriétaire sécurise votre avenir et celui de vos proches, puisque des locataires qui sont expulsés par des propriétaires qui veulent récupérer leur logement pour eux ou pour leurs enfants, ça arrive malheureusement tous les jours. Être propriétaire, c'est aussi la première étape pour préparer sa retraite. Vous savez, lorsque à 62 ou 65 ans, quand vos revenus seront divisés par 2, vous serez bien content de ne pas avoir à payer un loyer. Donc être propriétaire, c'est une façon de desserrer la contrainte budgétaire à la retraite. Et puis bien sûr, être propriétaire, c'est le plaisir d'être chez soi, c'est la possibilité d'aménager son logement sans demander l'avis au propriétaire pour abattre une cloison ou pour repeindre la chambre de la petite dernière. Donc, j'aurais tendance à conseiller à votre mère, Fred, vous l'avez compris, qu'elle achète son logement. Sur le plan fiscal, il y a tout de même un intérêt à commencer par plutôt préférer le locatif, c'est que vous savez que les intérêts d'emprunt dans ces cas-là sont déductibles des loyers. Or, si vous achetez une résidence principale et que vous la financez à crédit, les intérêts de cet emprunt-là ne sont pas déductibles de vos revenus imposables. C'était le cas, c'était l'une des mesures clés de Nicolas Sarkozy, donc en août 2007, la fameuse loi TEPA. Mais ensuite, cette mesure, aujourd'hui, ça n'a plus cours. Donc, si vous achetez votre résidence principale, il n'y a pas d'avantage fiscaux sur les intérêts d'emprunt. En revanche, il y en a sur la plus-value. Il y en a bien sûr sur la plus-value, puisque la plus-value reste totalement exonérée d'impôts, quel que soit le montant et quelle que soit la durée de détention du bien. Pas non plus de prélèvements sociaux sur la plus-value réalisée à l'occasion de la vente de son propre logement. Vous faites bien de le préciser, ça reste la résidence principale, un havre de paix sur le plan fiscal, avec aussi un paradis fiscal de 30% avec aussi l'abattement de 30% sur l'ISF et des avantages en cas de succession. Voilà pour cette question, Fred. Question de Séverine à présent. Elle travaille, Jean-Philippe, à Londres et elle souhaite revenir en France et elle se demande ce qui va se passer avec les sommes qu'elle a placées sur son fonds de pension. Alors, un fonds de pension, c'est souvent lié effectivement à une entreprise. Donc, si Séverine quitte son entreprise, elle pourra plus alimenter son fonds de pension. Pour autant, son fonds de pension ne sera pas fermé. C'est-à-dire que tant qu'elle n'est pas partie à la retraite, il continue, mais simplement, elle pourra plus l'alimenter, ce qui est effectivement un petit peu dommage. Il y a aussi un problème de risque de change. C'est-à-dire que quand elle, puisque si j'ai compris, elle va revenir en France, donc Londres, c'est la livre sterling, ici c'est l'euro, donc quand elle prendra sa retraite, effectivement la rente de livre sterling va être transformée en euros, et donc il y a un risque de change, a fortiori si dans quelques jours, on ne sait pas, effectivement le Royaume-Uni sort de l'Union européenne, il peut y avoir un risque de change accru. Alors il y a la possibilité, c'est peu connu, mais il y a la possibilité de transférer son fonds de pension britannique dans 5
certains PERP, alors il n'y en a pas beaucoup, hein, il y en a 6 sur le marché, parce qu'il faut que l'assureur français ait demandé un agrément auprès du fisc britannique. Donc il faut le faire, il faut avoir envie, etc. Donc c'est quand même possible. Et là, pour le coup, elle pourra du coup l'alimenter, etc., etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que bien sûr le transfert n'est pas gratuit, loin de là, et que des deux côtés, et de la part du fonds de pension britannique et de la part de l'assurance française, il y aura des frais, bon, qu'elle pourra toujours négocier. Donc il faut qu'elle calcule en fait si l'opération est quand même intéressante ou non. Cette question de Guillaume à présent, il nous écrit lui aussi sur notre site bfmbusiness.com et il nous emmène, Guillaume, lui aussi dans l'immobilier. C'est vraiment une passion française, hein, l'immobilier. Guillaume est séduit par les SCPI, mais il se demande qui calcule la fameuse plus-value. Est-ce le détenteur de part ou le gestionnaire, Christian? Alors la plus-value, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour Guillaume. La mauvaise nouvelle, c'est que la fiscalité sur les SCPI est particulièrement complexe. La bonne nouvelle, c'est que normalement, chaque année, les gestionnaires de SCPI envoient un document aux porteurs de part, et document dans lequel ils indiquent très clairement quelles sont les cases à remplir au niveau de la déclaration de revenus. Puisque vous savez que les porteurs de parts touchent chaque année ce qu'on appelle un dividende, même s'il s'agit d'immobilier, c'est le wording qui convient d'appliquer, dividende de 4 à 5% par rapport à la valeur des parts. Et l'essentiel, 95%, est taxé comme des revenus fonciers, mais il y a souvent aussi des plus-values immobilières et des revenus de capitaux mobiliers, pour une raison très simple, qu'il faut déclarer comme tel. Pour une raison très simple, c'est que les SCPI, sur le plan fiscal, sont transparents, donc c'est à porteur de part à déclarer les revenus encaissés par la SCPI. Pour répondre de façon plus précise à Guillaume, sa question portait sur les plus-values. Tout dépend de quelle plus-value on parle. Si la SCPI, le gérant de la SCPI vend un immeuble, dans ces cas-là, c'est le gérant de l'immeuble qui va calculer le montant de la plus-value et qui va indiquer aux porteurs de part les sommes qui doivent reporter dans la case 3VZ de la déclaration 2042C. Si maintenant c'est le porteur de part qui vend lui-même ses parts, dans ces cas-là, c'est à lui de calculer le montant de sa plus-value par rapport au prix d'achat des parts. Et donc c'est à lui à remplir un formulaire 2048 IMM-SD dans le mois de la cession des parts et à reporter le montant dans la déclaration de revenus dans le formulaire 2042. Voilà. Alors tout ça, ça paraît un peu complexe. C'est vrai que la fiscalité des SCPI, ce n'est pas simple, il faut le reconnaître. Tout de même, une bonne nouvelle, d'abord, les cases à remplir, elles vous sont indiquées. Et deuxième bonne nouvelle, c'est que c'est la fiscalité sur les plus-values lorsque vous vendez des parts, c'est la fiscalité sur les plus-values immobilières qui s'applique. Dans ces cas-là, exonération totale d'impôts et de prélèvements sociaux au bout de 30 ans, exonération totale d'impôts au bout de 22 ans et de prélèvements sociaux au bout de 30 ans. Parce que c'est l'un des autres attraits des SCPI, non seulement elle délivre du rendement, près de 5%, c'est pas mal, alors certes rendement fiscalisé, mais en plus à la fin, à la revente, vous pouvez bénéficier d'une plus-value. Alors vous pouvez, c'est pas toujours le cas, c'est davantage un produit de rente qu'un produit de plus-value, donc c'est un produit pour disposer de revenus, avec une fiscalité qui dépend beaucoup, si vous détenez en direct ces SCPI ou si vous les détenez par l'intermédiaire de l'assurance vie, pour faire le lien entre l'assurance vie et l'immobilier, cher à notre ami Cédric, ici présent. Et Jean-Philippe, SCPI Forever, Philippe, c'est pas un marché très liquide non plus, ça on oublie le dire. Donc par exemple, il ne faut pas avoir un besoin, vous voyez, si vous faites un rachat dans le cadre d'une assurance vie, il ne faut pas avoir besoin de l'argent tout de suite, parce que c'est quand même pas très très liquide comme marché. Puis il y a des frais, de gestion qu'il ne faut pas oublier aussi. Même si dans le cas de l'assurance vie, il y a quand même une obligation de liquidité de la part des assureurs, donc vous êtes certain quand même de pouvoir vendre ce placement en déant les 2 mois de mémoire. Ce n'est pas le cas si vous détenez en direct. Mais c'est avec 2 mois. Quand même. Camille vous interroge, il était étudiant et il a travaillé et il se demande si malgré tout il peut tout de même racheter des trimestres de retraite alors qu'il a travaillé en étant étudiant. Oui, alors je vous rappelle, depuis 2004, on peut racheter des trimestres de retraite au titre des années d'études supérieures. En fait, c'est assez simple, le législateur s'est dit que quand on est étudiant, normalement, on peut pas travailler puisqu'on étudie. Et donc, à ce titre-là, vous pouvez racheter ces années durant lesquelles vous avez suivi un cursus d'enseignement supérieur. Et puis, effectivement, la dernière réforme des retraites a instauré une mesure depuis le 22 janvier 2014, même si
vous avez travaillé pendant vos études, et que donc là vous avez cotisé, donc vous avez acquis des trimestres de retraite, vous pouvez quand même racheter des trimestres au titre des années d'études. Voilà, donc ça va un petit peu à rebours, si vous voulez, l'idée de départ. En revanche, on reste toujours dans le même cadre du rachat de trimestre, c'est-à-dire pas plus de 12 trimestres régime complémentaire compris. Et pour ce qui est des années d'études supérieures, il faut que le cursus ait abouti à la délivrance d'un diplôme d'enseignement supérieur reconnu par l'État. Alors il y a une petite exception pour les classes préparatoires, vous savez, les maths sup, maths spé, etc., qui ne sont pas diplômantes. Il y a des équivalences. Mais les 2 ans comptent quand même s'il n'y a pas de diplôme à la fin. Donc la question étant, même s'il a travaillé, oui. Maintenant, depuis peu, effectivement, c'est possible. Voilà Camille. Question de Alain maintenant, qui s'adresse directement à Christian Fontaine. Parce qu'il s'agit d'assurance vie. Et Alain se demande s'il faut alimenter son contrat d'assurance vie avant 70 ans. Avant 70 ans, est-ce que ça veut dire avant son 70e anniversaire ou avant son 71e, Christian? Avant son 70e anniversaire. Alors un petit point, c'est vrai que la fiscalité, comme toujours d'ailleurs sur l'assurance vie ou sur d'autres placements, n'est pas forcément simple. La fiscalité sur l'assurance vie dépend notamment de l'âge du souscripteur. Donc les versements effectués avant 70 ans sont exonérés de droits de succession à hauteur de 152 500 € par bénéficiaire et puis taxés à 20 ou 31,25%, alors que les sommes versées sur un contrat après 70 ans, elles ne sont exonérées qu'à hauteur de 30 500 € et non pas par bénéficiaire, mais pour l'ensemble des bénéficiaires, sachant que les gains, les intérêts produits par votre épargne restent totalement exonérés. Donc la réponse est il faut effectuer le versement avant le 70e anniversaire. Attention, ça ne veut pas dire que l'assurance vie après 70 ans n'est pas intéressante. Vous savez qu'on vit de plus en plus vieux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous versez sur un contrat à 71 ans une grosse somme, et à 95 ou à 100 ans le jour du décès, les gains peuvent être très importants sur le contrat. Et les gains, rappelons-le, ces gains sont totalement exonérés de droits de succession. La seule chose, c'est notamment pour des raisons fiscales, on recommande généralement après 70 ans, non pas d'alimenter un ancien contrat, mais d'ouvrir 2 nouveaux contrats. Un contrat pour jouer la plus-value et un contrat pour éventuellement les retraits. Voilà pour cette question. Allez, il nous reste 40 secondes pour répondre à Claude qui veut savoir si les rentes du contrat Madelin sont soumises à l'ISF. Alors non, en fait, je vais faire très vite. Non, elles sont pas soumises à l'ISF à condition que les cotisations aient été versées de manière régulière pendant au moins 15 ans et que la personne soit partie à la retraite à l'âge légal. Donc c'est-à-dire qu'il va être à 62 ans pour la génération née à partir de 1955. Bon, contrat Madelin, court, hein. Ouais, pas mal. Parfait. Contrat Madelin, artisan, commerçant, profession libérale et le conjoint collaborateur. Ça fait contrat Madelin forever. Pas possible. L'anglicisme, ça va durer jusqu'à jeudi, c'est ça? Bon, le CAC 40, lui, il est en hausse. Merci messieurs. Christian Fontaine, le revenu. Jean-Philippe Dubos pour Tout sur mes finances.